Bonjour à vous toutes et à vous tous, chers amis. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir à l'occasion de cette conférence « Économie circulaire et achat solidaire. Quelles nouvelles opportunités et quel positionnement pour le secteur du handicap ?» Cette conférence est initiée dans le cadre du cycle des conférences qui se tiennent tout au long de cette semaine à l'occasion de la 3e édition de HandiAchat. Je vous rappelle que cette édition se clôturera demain en fin de journée, donc continuez à nous suivre et venez nombreux écouter les conférences et visiter les stands. Peut-être d'abord me présenter. Je suis Joseph Ramos, je dirige Andeco depuis sa création et je fais partie de la team HandiAchat que je salue, événement co-organisé donc Andeco et notre partenaire groupe Talent Handicap. Je salue ici Redouane Benani, son dirigeant. Il doit être derrière son écran. Certaines réglementations qui sont de vrais leviers pour les achats solidaires sont encore trop souvent méconnues par le secteur du handicap. La loi AGEC du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, la loi Climat et Résilience, plus récente, elle date du 22 août 2021, autant d'opportunités qui facilitent le développement des achats solidaires et bien évidemment la création d'emplois. Acheter, c'est recruter. Un achat, ce sont des emplois. Pour nous accompagner aujourd'hui, Julie Boulet, chef de projet achat, responsable à la direction des achats de l'État, qu'on connaît plus fréquemment sous le nom de DAE. Julie, bonjour. Bonjour Joseph et bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Sylvain Coutier, président du groupe ATF, un groupe important dans le secteur dans le champ du handicap, délégué régional à Île-de-France de l'UNEA et administrateur de l'UNEA depuis de nombreuses années. Bonjour Sylvain. Bonjour Joseph, bonjour tout le monde. Marion Kemener, responsable commerciale. Alors, elle nous vient, Marion, de Montpellier, l'APF Entreprise 34. Bonjour Marion. Micro. Là, c'est une... On ne vous entend pas. Bonjour Marion. Oui, bonjour à tous du sud de la France et bonjour Joseph. Et nous avons un beau soleil du sud de la France aujourd'hui en région parisienne. Manuel Nunez, merci d'avoir remplacé au pied levé Christophe Divy. Vous êtes responsable entreprise et filière à l'Agence des économies solidaires. Donc vous expliquerez ce que c'est que l'Agence des économies solidaires. Je connaissais l'AES, c'était l'allocation éducation spéciale. Et une nouvelle AES vient de se créer, vous nous en parlerez. Et pour ouvrir cette conférence, ma première question s'adresse à Julie Boulet. 2 réglementations viennent d'être récemment votées. La loi Climat et Résilience, pour les initiés numéro 2021-1104 du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Je précise son article 1. En cohérence avec l'accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 et ratifié le 5 octobre 2016, et dans le cadre du Pacte vert pour l'Europe, l'État rappelle son engagement à respecter les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. La loi 2020-105 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, plus connue en tout cas sous le nom de la loi AGEC, a été promulguée donc le 10 février 2020. Composée de 130 articles, elle a pour objectif de mettre en œuvre les mesures de la feuille de route pour une économie circulaire et de transposer les directives du paquet européen de l'économie circulaire publié en 2018. Bonjour Julie Boulet. Pouvez-vous nous éclairer sur ces 2 réglementations d'abord et nous présenter ce qui va peut-être intéresser nos interlocuteurs et les fournisseurs du secteur du handicap, EA, ESAT et travailleurs indépendants handicapés. Bonjour Julie. Oui, merci beaucoup Joseph. Alors effectivement, je vais vous parler un petit peu de ces 2 lois et vous présenter pourquoi pour nous ça représente vraiment une opportunité pour développer les achats auprès du secteur du handicap. J'ai prévu juste 2 petites slides pour vous préciser d'où je parle et bien présenter la DAE à ceux qui ne la connaîtraient pas. Donc, direction des achats de l'État, on définit en fait la politique des achats pour les ministères et établissements publics. Pour que ça soit clair pour tout le monde, puisque la question se pose très fréquemment, nous n'avons pas d'autorité sur les collectivités territoriales ni la fonction publique hospitalière. Par contre, nous définissons sous l'autorité du Premier ministre pour l'ensemble des ministères et des établissements publics qui sont sous leur tutelle la politique des achats de l'État et donc, en ce qui concerne mes fonctions, la politique des achats responsables au sein du pôle achat responsable de la DAE. Ça représente un périmètre d'environ 35 milliards d'euros par an, hors achat de défense et de sécurité.
Voilà, on peut passer à la slide suivante. Merci, ça c'était simplement pour vous préciser que la DAE porte de gros marchés interministériels, porte aussi des stratégies d'achat que les ministères et les établissements publics appliquent, mais on intervient également, comme je le disais, sur la définition de la politique, la remontée des résultats, le pilotage de l'atteinte des objectifs, et ainsi que toutes les fonctions de professionnalisation de la fonction d'achat et de formation des acheteurs. Merci. Alors, quand on parle d'achat socialement responsable à la DAE, puisqu'on adresse au pôle achat responsable les achats socialement responsables et écologiquement responsables, mais pour les achats socialement responsables, on prend en compte différentes politiques publiques. Je vais citer, par exemple, la formation des jeunes en situation de décrochage scolaire, la promotion de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ou de manière plus générale, la lutte contre l'ensemble des discriminations, dont le travail des personnes handicapées, par exemple. Le commerce équitable est aussi pris en compte dans les achats performants sur le plan social, ainsi qu'une thématique complexe mais non moins importante qui est celle des achats éthiques et de la traçabilité des chaînes d'approvisionnement et des conditions de travail dans ces chaînes d'approvisionnement. Mais pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, je vais parler de l'inclusion par l'emploi, et c'est notamment la disposition sociale qui est la plus mobilisée dans les marchés de l'État, à savoir l'insertion par l'activité économique au sens large et le fait d'adresser en fait nos achats au secteur de l'économie sociale et solidaire, donc secteur de l'insertion et secteur du handicap confondus. Alors oui, on peut passer aux slides suivantes pour présenter maintenant effectivement en quoi les dernières lois que tu as présentées, Joseph, représentent pour nous une opportunité. Tout d'abord, la loi climat et résilience. Donc j'ai préparé une première slide voilà, pour en dire quelques mots. Donc Joseph, tu as bien rappelé les références précises que j'ai réécrites ici sur la slide. Je vous ai mis aussi un lien vers le site du ministère de la Transition écologique qui présente cette loi, qui est, rappelons-le, issu des travaux de la Convention citoyenne pour le climat. Donc, c'est issu des propositions d'un groupe de citoyens qui ont voilà, fait porter leurs propositions dans cette loi. Et effectivement, elle vise à réduire nos impacts sur le climat d'une manière générale dans tous les aspects de la vie quotidienne des Français, dont la consommation et la production responsables. À ce titre, les achats publics sont mobilisés dans la loi. On peut passer à la slide suivante. Principalement dans l'article 35 de la loi, qui comporte plusieurs mesures. Et là, je n'ai inscrit que les mesures qui peuvent présenter une opportunité pour le secteur du handicap. Tout d'abord, la loi inscrit dans le titre préliminaire du Code de la commande publique les objectifs du développement durable et consacre ces objectifs dans leurs 3 dimensions, dont la dimension sociale, voilà, dans le Code de la commande publique. Donc maintenant, ces objectifs sont vraiment inscrits en tant qu'objectifs prioritaires pour tout acheteur public. Ensuite, on peut rester sur la slide suivante, la slide précédente. Hein. Merci. Les schémas de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables, qui sont une obligation pour les collectivités territoriales et établissements publics, sont encore renforcés par cette loi. Et la dernière mesure que je souhaitais présenter aujourd'hui, qui pour nous représente la principale mesure qui présente une opportunité pour le secteur du handicap, c'est l'obligation d'ici à 2026 au plus tard, donc pour l'ensemble des acteurs publics, de prendre en compte dans les exigences des cahiers des charges des considérations qui sont relatives au domaine social et à l'emploi. Et il est inscrit dans la loi, notamment en faveur des personnes défavorisées. Donc, cette mesure, elle vise très clairement l'insertion des personnes défavorisées au travers de l'achat public, et donc l'insertion au sens large pour laquelle les personnes en situation de handicap sont bien sûr éligibles. Donc, cette loi, elle va venir vraiment renforcer les objectifs et faire en sorte que l'ensemble des acheteurs publics intègrent des dispositions en ce sens dans 100% de leur marché. La loi AGEC également, qui elle date maintenant de février 2020, vise, tu l'as dit, hein, Joseph, à développer un modèle d'économie plus circulaire, à sortir du modèle d'économie linéaire. Il y a 5 grands axes qui sont identifiés, dont l'axe de lutte contre le gaspillage et de développement du réemploi, mais du réemploi solidaire, tel qu'il est vraiment identifié dans la loi.
Donc, sur la diapositive suivante, j'ai fait une synthèse de l'ensemble des articles qui représentent vraiment une opportunité pour le secteur du handicap, puisque dans toutes ces obligations, le secteur du handicap a vraiment son rôle à jouer. D'abord, dans la réduction de l'achat de plastique à usage unique, l'État, pour ses services, en a fait une interdiction formelle en anticipation des échéances de la loi, en développant le recours aux solutions alternatives qui sont non jetables, qui sont durables. Sur ces prestations, le secteur du handicap est très présent autant dans la fourniture de solutions que dans, par exemple, les prestations logistiques qui vont être annexes à ces modes, à ces transformations des pratiques. Par exemple, on va penser aux solutions de lavage, à tous les aspects logistiques qu'on peut avoir à côté. La loi vise également, dans au moins 3 articles, le développement de la réparabilité des produits et le développement aussi de leur réparation. Encore un secteur où le secteur du handicap est présent historiquement, et le secteur de l'économie sociale et solidaire en général. Et 2 articles, 55 et 58, qui sont très structurants pour les acheteurs publics. Et nous, à l'État, on travaille énormément sur l'article 58 en ce moment, puisque il y a désormais une obligation pour les acheteurs publics de s'approvisionner en produits issus du réemploi, du reconditionnement, pour un certain nombre de familles de produits qui sont bien identifiés dans le décret d'application de l'article 58. Et là encore, pour nous, à l'État, ça représente non seulement une opportunité, mais pour nous, vraiment une obligation de pouvoir concilier les enjeux environnementaux et sociaux en adressant ces achats issus du reconditionnement, du réemploi, au secteur de l'économie sociale et solidaire qui sont les acteurs historiques et qui sont les premiers acteurs à avoir développé voilà, ces pratiques de réemploi. Donc, pour nous, il est vraiment indispensable de les associer à la réflexion. Voilà, donc j'ai fait une petite synthèse. S'il y a des questions, on les prendra par ailleurs. Mais toutes ces avancées réglementaires-là, elles vont vraiment donner de la force et donner une raison de plus pour les acheteurs d'adresser leurs achats au secteur du handicap. Merci Julie Boulet d'introduire nos échanges, parce que c'est jamais très simple de faire une synthèse d'une loi qui comporte 130 articles. C'est jamais très facile et merci pour cet exercice. Juste avant que j'intervienne, est-ce que nous avons des questions sur au niveau du service SVP 1111? Non, on n'a aucune question. Donc merci Julie Boulet. C'est vrai que ces 2 réglementations, on a l'impression que ça reste très confidentiel encore. Alors, elles ont été promulguées, alors pour l'une, février 2020, juste au moment où on annonçait le confinement, et je pense que les préoccupations étaient autres. Vous parliez de PNAD ou pas de PNAD, de SPASER, de schéma de promotion des achats responsables. Nous en avons parlé toute la semaine, mais c'est vrai que c'est des sigles qui sont assez nouveaux dans notre secteur. Je ne sais pas si vous me direz, d'autres intervenants, si le SPASER, vous avez l'habitude, mais c'est vrai que si on peut vulgariser ces schémas de promotion, qui d'ailleurs, au-delà de 100 millions d'euros, hein, je crois qu'ils sont obligatoires, donc les collectivités vont être obligées de s'engager et de s'engager par écrit. Et donc, on pourra suivre et évaluer de fait, puisque ça ne sera plus de fait confidentiel, nous pourrons évaluer et regarder la progression des achats dans les collectivités. Attention, il y a un micro branché. Si des personnes qui sont un micro, c'est gênant. C'est bon, merci beaucoup. Donc, on voit bien qu'il y a besoin de vulgariser toutes ces réglementations qui sont des leviers, mais qui sont, je pense, méconnues. Sylvain Coutier, bonjour. Bonjour. Sylvain, vous êtes largement impliqué dans les instances de l'UNEA et largement impliqué dans l'entreprise adaptée, le concept d'entreprise adaptée depuis des années. Est-ce que l'UNEA s'empare de ce type de dossier? C'est une première question. Est-ce qu'il y a une vigilance? Est-ce que vous relayez cette information auprès de vos adhérents? Alors, non seulement c'est plus qu'une vigilance, hein, je dirais qu'il y a une veille juridique, et il y a eu une veille juridique dans toutes les discussions qui ont abouti au vote de cette loi AGEC.
Pour la simple et bonne raison que, comme tu l'as évoqué en début de webinaire, à partir du moment où il y a des secteurs d'activité qui sont concernés par la loi AGEC et qui sont des activités réalisées dans le secteur des entreprises adaptées, potentiellement, ça peut représenter des marchés, donc de l'activité pour nos entreprises adaptées. Et comme tu l'as dit, donc l'activité pour les entreprises adaptées se traduise mécaniquement par de la création d'emplois. Alors, j'ai pas en tête je crois qu'il y a 17 familles, je pars un peu sous le contrôle de Julie, je crois que c'est 17 familles qui sont représentées dans le cadre de la loi AGEC. Sur les principales, j'en parlais une qui est un sujet au sein de l'UNEA et qui l'est aussi particulièrement pour l'activité de mon activité, l'activité de mon EA qui est sur le réemploi informatique et téléphonie. Mais cela concerne également, je crois, effectivement, tout ce qui touche au domaine du papier, au domaine de l'équipement, des vêtements de travail, ce genre de choses, au mobilier. Alors, tout n'est pas au même stade dans le développement des entreprises adaptées, mais un certain nombre d'entreprises adaptées sont sur certaines de ces activités. Et là où on peut maximiser, et ça c'était le rôle de l'UNEA, notamment depuis le début de la pandémie avec cet avènement et la création de ces consortiums, c'est de se regrouper alors soit en GME, mais plus généralement effectivement sur un certain nombre de consortiums aujourd'hui qui sont pilotés par l'UNEA sur directive de la DGEFP pour pouvoir être en capacité de répondre à des marchés importants. Et on sait notamment au niveau de la DAE que les marchés qui sont publiés sont des marchés relativement grands et assez dimensionnés. Et donc, voilà, il faut qu'on s'y mette à plusieurs pour pouvoir y répondre. Mais donc, effectivement, oui, c'est un sujet et plein de promesses pour l'avenir, parce qu'effectivement, ça va dans le bon sens à tous les niveaux. Ça va dans le bon sens écologique, dans la préservation de l'environnement et dans des attitudes qui soient responsables. Et puis, ça va dans le bon sens également en potentiel et en maximisation d'un impact social. Donc c'est une très bonne nouvelle pour ma part. Merci Sylvain de ces propos introductifs. Donc on voit que votre organisation est dynamique et active. Et donc vous rappeliez ces 3 consortiums qui sont créés, dont un sur le numérique. Et je pense que c'est à celui-ci que vous faisiez allusion. Du coup, j'ai envie de vous demander comment va votre santé, alors la santé de votre entreprise, Sylvain, par rapport à ces 2 années que vous venez de vivre. Déjà une première question. Je vais le dire avec prudence parce que je sais que depuis le début de la pandémie, beaucoup d'entreprises, et pas que des entreprises du secteur du handicap, mais en règle générale, il y a beaucoup d'entreprises qui ont souffert. On fait partie de celles qui ont plutôt pas trop mal traversé la crise et qui continuent de traverser parce que visiblement elle n'est pas encore tout à fait finie. Pour la simple et bonne raison que voilà, sur notre activité est sur le réemploi de matériel informatique. Donc on est pleinement dans l'économie circulaire et pleinement finalement dans le cadre de cette loi AGEC et que voilà la mise en place il y a 1 an et demi maintenant du confinement, du télétravail, de la scolarisation à distance a été pour nous un vrai appel d'air en termes de demande. Et donc, effectivement, on a nos ventes de matériel qui se sont considérablement développées pour pouvoir répondre à cette demande sur le marché. Ce d'autant qu'à la même période, le virus touche aussi l'Asie. Et quand on sait que l'ensemble des ordinateurs et des fabricants de téléphones se trouvent en Asie, il y avait une pénurie de produits neufs qui est en train de revenir, d'ailleurs, pour la petite histoire. Et donc, forcément, ça a bénéficié aux produits reconditionnés. Donc, ça a accéléré aussi ce mouvement et finalement ces bonnes pratiques, que ce soit au niveau des entreprises, mais également au niveau des ménages, des particuliers, de se dire finalement, j'ai un ordinateur ou j'ai un téléphone, des neufs, il n'y en a pas, ça coûte cher. Donc, soit je peux le faire réparer parce que ça prolonge la durée de vie, soit si je le change, je peux aussi acheter un matériel qui est reconditionné parce que voilà, un matériel reconditionné, c'est aussi de la préservation de ressources naturelles. Donc, encore une fois, ça va dans le bon sens. Donc, pour répondre, oui, pour nous, ça a été une période plutôt difficile pour les raisons sanitaires et la gestion RH sur ces sujets-là. Sur l'activité, on s'en est pas trop mal sorti. Et pour le reste, on est toujours dans une forme d'incertitude parce qu'on est, alors là, il y a cette 5e vague qui arrive, mais il y a aussi une pénurie mondiale dans la fourniture des composants et ça touche forcément notre activité, que ce soit pour la téléphonie ou pour les ordinateurs, comme ça le touche pour l'automobile et pour plein d'autres secteurs, la construction. Et donc voilà, on a une visibilité relativement réduite quant à 2022, mais bon, maintenant on commence à avoir un peu l'habitude, donc
On fait contre mauvaise fortune bon cœur, voilà. Bon, bah, super, merci Sylvain. En tout cas, merci de nous parler de votre activité et aujourd'hui de cette pénurie des matières premières qui vous frappe. J'avais eu l'occasion de visiter votre entreprise adaptée. Sylvain, vous faites du B2B, donc vous adressez à des sociétés. Donc, est-ce que vous faites toujours du B2C? Est-ce que vous avez un site? Profitez-en pour faire de la promo aujourd'hui, c'est l'occasion, C'est vrai Sylvain. qu'à l'approche des fêtes, c'est toujours, toujours une bonne période. Non, non, effectivement, historiquement, on a des canaux de distribution qui sont des canaux B2B. Alors, initialement, des professionnels du secteur informatique. Depuis 8 ans maintenant, on a pris le virage de la transformation digitale et du e-commerce, puisque c'est le canal de distribution qui croît le plus vite et puis qui s'est encore accéléré avec la pandémie. Donc aujourd'hui, on a une activité quasi majoritaire, effectivement, sur le digital via le e-commerce, principalement à destination de particuliers. Donc la réponse à ta question sur le B2C, oui, on vend beaucoup à des ménages, à des particuliers, mais également de plus en plus à des TPE, à des PME qui considèrent aujourd'hui qu'on peut s'équiper tout à fait correctement avec des produits fiables dans le cadre d'activités professionnelles. Donc on touche des artisans, de la TPE, de la PME. On vient de signer récemment un accord avec un des plus gros syndicats français, qui est la CAPEB, le syndicat des artisans et des professions du bâtiment, pour les accompagner également dans cette transition écologique. Et encore une fois, dans le même cadre, c'est quelque part la mise en application de la loi AGEC sur de la TPE et sur des artisans, puisque c'est acheter du matériel reconditionné. Et puis, on sait qu'effectivement, plus on nous achète de matériel, plus nous, on pérennise les emplois et plus on en crée d'autres. Et donc, aujourd'hui, via cette plateforme, on a une plateforme qui changera de nom en 2022, mais il sera temps d'en parler. Mais aujourd'hui, la plateforme principale qui commercialise ces produits s'appelle tradediscount.com. Voilà. Donc, je vais mettre le message au SVP 1111 en chat, comme ça le pourra. Super. Merci Sylvain. Et puis, de toute façon, on verra sur nos auditeurs sur votre stand. Si ceux qui veulent vous joindre et en savoir plus n'hésiteront pas à venir vous voir à l'issue de cette conférence. Merci Sylvain. Marion Kemener, vous êtes aussi fournisseur. Oui, aussi fournisseur. On est dans les cartouches d'encre, les tonnerres que vous recyclez et conditionnez. C'est de mémoire, c'est une activité qui est historique à APF Entreprise. Oui, en fait, l'entreprise adaptée qui est basée à Montpellier a démarré par une activité de démantèlement de déchets d'équipements électriques et électroniques avec IBM qui venait s'installer à Montpellier. Et ensuite, il y a eu effectivement l'activité de recyclage des cartouches tonnerres pour imprimantes laser. Donc cette activité, aujourd'hui, elle a plus de 20 ans et elle a grossi au fil des années. Aujourd'hui, on est 88 salariés, dont 65 personnes en situation de handicap, et on fait 3,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est toute activité confondue. Toute activité, toute activité confondue. Vous ferez peut-être un focus sur l'activité de recyclage des cartouches, s'il vous plaît. Oui. Merci beaucoup. Oui. Donc là, sur la diapo suivante, vous voyez les différentes activités de l'entreprise adaptée. Où on voit qu'on a effectivement plusieurs métiers qui tournent autour de l'économie circulaire. Donc les deux métiers dont je viens de parler, mais on fait aussi de la conception et fabrication de batteries au lithium sur mesure. Et on travaille localement avec des startups qui cherchent justement des partenaires locaux pour industrialiser leurs produits. Donc on voit ici le télescope de la société Vaonis que nous assemblons donc ici dans notre atelier à Montpellier. Donc pour faire un focus sur l'activité de cartouches tonnerres remanufacturées, on a des cartouches qu'on collecte sur toute la France chez nos clients. Donc clients publics, clients privés, plutôt grand compte. Donc les cartouches qui sont non réutilisables, elles sont prises en charge par un éco-organisme, elles sont triées par cet éco-organisme, puis valorisées. Donc il y a le plastique qui part en valorisation énergétique, il y a la poudre de tonnerre qui sert à faire du
combustibles de substitution dans les bétons notamment, et les métaux ferreux et non ferreux aussi qui sont recyclés. Et nous, donc notre cœur de métier, c'est bien de recycler les cartouches qui sont conformes, qu'on collecte sur toute la France. Donc c'est la diapo suivante. Vous avez donc les cartouches au départ qui arrivent qui arrivent chez APF Entreprise 34. Elles sont triées et elles sont remanufacturées. Donc ça consiste en fait à remplacer les pièces qui sont usagées et remplir à nouveau de tonnerre. Donc on est vraiment dans l'économie circulaire et globalement on a quand même 71% des cartouches collectées qui sont recyclées. Donc on donne vraiment une seconde vie à ces cartouches d'encre et cette famille en fait de produits, elle est vraiment elle est intégrée dans la loi AGECT. Donc les acheteurs publics sont concernés par le décret du 9 mars 2021 dont a parlé Julie tout à l'heure. Ça veut dire qu'ils ont aujourd'hui l'obligation pour tous les nouveaux marchés d'acheter pour 20% du montant de leur achat en consommables informatiques recyclés. Donc c'est une vraie opportunité pour notre entreprise puisque au-delà du fait que les acheteurs veulent réduire leur impact environnemental, faire des achats responsables, là aujourd'hui ça leur permet aussi de répondre à leurs obligations vis-à-vis de la loi AGEC, vis-à-vis aussi de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Très bien, merci pour ces précisions, Marion. Non, on peut rester sur la diapo. J'avais deux questions, peut-être revenir avec Sylvain Coutier. Sylvain, vous recyclez autant d'ordinateurs que ce pourcentage qui est, je trouve, important, 71% des cartouches sont recyclées et ont droit à une seconde vie. Est-ce que c'est pareil pour le matériel informatique ? Alors, je vais juste reprendre moi, le verbiage, si je peux dire, parce qu'effectivement, notre activité, ce n'est pas du recyclage. On n'a pas du tout d'activité de démantèlement. On n'a pas les agréments pour. Donc, nous, on fait vraiment du réemploi. Donc, le pourcentage que vous évoquez là, effectivement, c'est ce qui est reconditionné et auquel on donne une seconde vie. On est sur des taux qui sont un peu en dessous 71% aujourd'hui sur 350 000 assets traités par année au niveau du groupe. On est sur un taux de réemploi de l'ordre de 63-64% pour nous. Maintenant, qui est perfectible. Et alors, autant 90% me paraîtrait difficile à atteindre, autant 71% pour nous est un objectif qui nous paraît atteignable. Donc, c'est important, mais ça reste, sur de l'IT, ça reste accessible, on va dire. Mais vous êtes sur des niveaux de réemploi qui sont énormes, je trouve. Hein. Je pense que si la loi peut être un levier, quand on pense… Est-ce que vos activités sont complémentaires d'ailleurs entre APF Entreprise 34 et ATF Gaïa, votre entreprise adaptée ? Forcément oui, puisque nous par exemple, nous aujourd'hui, alors là on est sur une niche de marché sur la collecte des cartouches, mais globalement les systèmes d'impression sont une niche de marché. Il y a eu un marché de seconde main sur ces produits-là par le passé. Aujourd'hui, la technologie a évolué. Avant, chacun avait sa petite imprimante dans son bureau. Aujourd'hui, on a des grosses imprimantes multifonctions. Donc, les cartouches de tonnerre, je parle sous le contrôle de Marion. Effectivement, on voit de plus en plus de cartouches laser. Il y a quasiment peu de cartouches d'encre ou de moins qu'il y en avait auparavant. Et la contrepartie de ça, c'est quand on récupère des imprimantes multifonctions issues des grandes entreprises, comme il y en a moins, tout le monde utilise la même. Donc, quand on les récupère, elles ont énormément de copies, donc elles n'ont pas forcément de valeur sur le marché de seconde main, ou alors ça nécessite des interventions techniques, puisqu'il y a pas mal de pièces d'usure sur les systèmes d'impression. Donc, encore une fois, il y a un marché pour ça, mais qui est assez confidentiel et qui est très spécialisé et qui n'est pas notre domaine. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Nous, on essaie de se focuser sur le gros de ce que consomment les entreprises, à savoir, c'est de l'informatique principalement. Donc, ce sont des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureau, des écrans, des serveurs. Mais voilà, ensuite il y a un marché qui est organisé avec plein d'acteurs qui sont spécialisés sur un domaine d'activité, comme APF 34 l'est par exemple sur les cartouches banques. Merci pour ces précisions très techniques,
Sylvain Coutier. Marion Quéméner, est-ce que vous sentez l'effet de la loi? Elle date de 2020 ou est-ce que ces effets ont été masqués, si je peux m'y autoriser, avec la crise de la Covid? Est-ce que vous sentez quand même qu'il y a un intérêt et est-ce que vous sentez que le chiffre d'affaires pour vous augmente? En fait, il y a vraiment un réel intérêt et c'est vraiment une opportunité, oui. On sent l'effet de cette loi parce qu'on est approché par des distributeurs qui veulent s'associer avec nous. Justement pour pouvoir proposer le partenariat à des clients finaux qui souhaitent avoir de plus en plus des cartouches recyclées. Donc cette alliance, elle fait sens puisque le client final va profiter de la force de distribution, la force logistique d'un grand distributeur et aussi un catalogue très étendu qu'aujourd'hui nous, on n'est pas capable de proposer. Et au sein de cette offre, le client va trouver nos produits qui permettent de répondre à sa demande de produits recyclés en conformité avec la loi AGEC, mais aussi sa demande vis-à-vis de son soutien à la fabrication française et au secteur adapté. Donc c'est une réelle opportunité. D'ailleurs, on a décroché cette année, en début d'année, le marché Pôle emploi en partenariat avec le distributeur Office Express. Et il y avait un critère, il y avait plusieurs critères dans l'appel d'offres qui permettaient d'inciter en tout cas ceux qui répondaient, les distributeurs, à aller vers nous. Donc à la fois des clauses d'exécution du marché d'insertion, mais aussi des pourcentages de volume de cartouches recyclées imposés par le marché et qui allaient encore plus loin que ce que demandait la loi AGEC, parce que la loi AGEC, elle demande 20% du montant des achats et le Pôle emploi a demandé 60% de produits recyclés dès la première année du marché, jusqu'à 90% à l'issue de la 4e année du marché. Donc c'était très ambitieux. Et à ceux qui nous disaient que ce n'était pas possible, je peux dire aujourd'hui que c'est possible parce qu'on est au-delà de l'exigence de ce que demandait Pôle emploi. Donc aujourd'hui, on fournit 80% du volume en cartouches recyclées. Donc oui, c'est un vrai levier. Ça représente quoi comme chiffre d'affaires et son impact, est-ce que vous l'évaluez en termes d'emploi à l'intérieur de l'EA? Oui, alors justement, on a fait cette simulation. Aujourd'hui, ça représente 5 équivalents temps plein de travailleurs handicapés sur une année, ce qui est énorme. Et puis, ça représente un chiffre d'affaires entre 200 000 et 250 000 euros. Donc, ce n'est pas négligeable pour notre entreprise. Donc 200K ou 250, non, c'est important. Et la boucle est vertueuse, puisque Pôle emploi, dont l'objet est d'accompagner les demandeurs d'emploi, travaillent par leurs achats à faire qu'il y ait de l'activité qui reste et qui soit locale et territoriale. Bravo en tout cas par rapport à ce marché et merci de ces exemples. Est-ce que, avant que je passe la parole à Manuel Nunez, est-ce qu'il y a des services SVP? J'ai vu que le chat bougeait bien tout à l'heure. Oui, mais pas de questions. Pas de questions, c'est des échanges. Oui, Sylvain, est-ce que tu souhaites compléter? Oui, je voulais apporter aussi une précision par rapport à ce qu'évoquait Marion. Bien évidemment, on constate depuis la mise en place de la loi AGEC un véritable engouement de la part de l'ensemble des collectivités territoriales, mais également de plus en plus de la part d'entreprises privées qui ne sont pas soumises légalement à l'obligation d'emploi, mais qui veulent quand même rentrer dans ce système-là. Donc ça a aussi des effets au-delà du cadre légal. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. À notre niveau, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on est confronté à un problème de sourcing. Très clairement, sur l'activité IT, le problème, il n'est pas de vendre, il est d'avoir du matériel à proposer. Et quand on prend la quantité extrêmement importante de matériel aujourd'hui qui est utilisé par les ministères, par l'ensemble des collectivités territoriales,
très peu de ces matériels-là reviennent aujourd'hui dans le marché du reconditionnement. Notamment, l'État passe beaucoup par les domaines, c'est du matériel qui est très obsolète parfois, et les arcanes de l'État font que le jour où éventuellement il y a des possibilités, le matériel est définitivement trop vieux. Donc finalement, on a un problème d'offre et de demande, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une très forte demande, mais qu'on n'est pas du tout aujourd'hui en capacité, quand bien même on mutualiserait, à satisfaire l'ensemble de cette demande. Donc il y a aussi une problématique de ce point de vue-là, et ce d'autant, comme l'a précisé Marion, que le pourcentage des marchés qui sont consacrés à la loi AGEC, Marion parlait de 20%, c'est tout sauf neutre, c'est que ce n'est pas 20% des volumes, c'est 20% du montant des marchés. Donc si je prends un ordinateur qui vaut 500 € neuf et que j'ai un ordinateur qui vaut 150 ou 200 € d'occasion, c'est pas 20% des volumes, c'est 20% du montant des marchés. Donc en termes de volume, on va très rapidement monter à 30, 35 potentiellement. La difficulté aujourd'hui, c'est d'avoir la quantité d'offres nécessaires à mettre à côté. Mais on y travaille. Quelle est votre vision là, Julie Boulet, est-ce que vous réagissez Oui, je souscris totalement à ce qui vient d'être dit. Simplement sur l'opportunité de la loi, moi ce que je remarque aussi, c'est que nous à la DAE, ça fait plusieurs années qu'on s'intéresse bien sûr à essayer d'acheter du matériel issu du réemploi, adressé au secteur de l'ESS, etc. Et pour nous, la loi, ça a aussi été une opportunité pour soutenir cette démarche. Puisque nous, en tant qu'acheteurs, on est aussi dépendant du sourcing dont parle M. Coursier et de l'offre, finalement, qui peut exister sur le secteur. Et là où auparavant, on pouvait nous dire que ce n'était pas possible, eh bien, aujourd'hui, on a une loi et ça nous apporte vraiment, en tant qu'acheteurs, un gros soutien et un gros levier. Voilà. Ensuite, sur la disponibilité de l'offre, je souscris complètement. Nous, on est confrontés d'une part à cette problématique parce qu'effectivement, les objectifs de 20% pour les volumes qui sont les nôtres à l'État, c'est très ambitieux. Voilà. Et d'autre part, on a effectivement un travail à réaliser sur boucler la boucle et réfléchir aussi, quand on achète du matériel, à la façon dont on le gère en fin de vie et dont ce matériel va pouvoir bénéficier et alimenter cette boucle circulaire également. Merci de ces précisions. Je regarde l'heure en même temps, je suis le gardien du temps. Manuel Nunez, votre organisation est peut-être un peu moins connue que celle de l'UNEA. Présentez-nous l'Agence des économies solidaires et quelle réaction face à ces échanges. Vous faites quoi à l'Agence des économies solidaires? Bonjour Joseph, merci pour la prise de parole. Je suis effectivement en remplacement de Christophe qui pilote, qui a la responsabilité de cette équipe. Alors avant de vous présenter l'agence, j'aimerais introduire par le contexte dans lequel on s'est rencontré avec Andeco, qui est celui de SS 2024, dans lequel l'agence aujourd'hui prolonge ses différentes activités. Il se trouve que à la base, quand on s'est rencontré, Joseph, je travaillais en qualité de responsable du sourcing au sein de la plateforme, qui était exclusivement dédiée aux jeux et qui visait justement à favoriser l'accès de l'ensemble des structures de l'ESS au marché public des jeux pour concrétiser quelque part l'ambition de la candidature. Et donc assez rapidement, on a dû développer une méthodologie qui est hybride et qui du coup diverge avec les structures et les différentes interventions sur lesquelles j'adhère et qui sont très intéressantes d'ailleurs. C'est qu'on était positionné à cheval à la fois sur le donneur d'ordre les deux donneurs d'ordre, pardon, qui étaient Paris 2024 et la Solidéo, pour identifier l'ensemble des familles d'achat propices au positionnement des entreprises du handicap, de l'insertion, ESUS, coopératives, etc., etc. Mais à la fois, dans le cadre de notre activité de relais, de mobilisation, pour justement relayer l'intégralité de ces opportunités en fonction du cœur de métier, à APF, à DSI et à d'autres centaines d'entreprises qui ne sont pas présentes aujourd'hui. Et donc avec cet accompagnement qui était double, qui répondait quelque part aux besoins des structures, dans le sens où on le sait, sont très prises par l'opérationnel, gèrent des publics en situation de handicap, éloignés de l'emploi, ou en tout cas ont un autre objectif que la rentabilité à proprement parler. On a développé l'accompagnement juridique, technique, justement pour répondre à ce marché-là.
au marché des jeux, mais aussi à favoriser les mises en relation qualifiées et les groupements. Et il se trouve que le Covid, et tu en parlais, Joseph, est arrivé, ça nous a pris de court. Mais ça a été, là encore, bénéfique pour notre activité, dans le sens où ça s'est adossé à un contexte réglementaire qui a été discuté sur la loi AGEC, la loi climat et résilience, aussi le dispositif France Relance qui s'est monté peu de temps après le premier confinement, dans le sens où des entreprises ont commencé à nous contacter, les grands groupes ou grosses PME qui ont travaillé avec nous dans le cadre des jeux pour responsabiliser un petit peu plus leur candidature, parce que nécessairement, il y a un contexte réglementaire qui est croissant. Il y a des risques fournisseurs qui sont beaucoup plus élevés et forcément, en toute transparence, il est plus complexe de se fournir à l'autre bout de la planète ou en Europe de l'Est ou dans un continent qui est assez éloigné. Et il y a un contexte, je dirais, adossé, dopé par une demande soutenue de citoyens, consommateurs qui veulent effectivement consommer plus local, un engagement collaborateur lié à une logique de sens dans ces différents grands groupes pour travailler un peu plus à côté de la maison et moins éloigné. Sauf qu'on ne pouvait pas, car nous étions monoprojet, une équipe assez réduite dans le cadre des jeux, et c'est pour ça qu'en parallèle, dans la continuité de SS 2024, on a créé, développé l'Agence des économies solidaires qui, en fait, qui fait exactement la même chose, c'est-à-dire de favoriser l'accès de ces structures-là au marché public et privé, adossé à d'autres projets de collectivités pour accompagner les acheteurs à formaliser un achat responsable, sourcer justement des entreprises qui peuvent répondre aux exigences et former des groupements lorsque l'entreprise de l'ESS est en difficulté pour répondre à la totalité du marché. Et c'est avec la co-traitance notamment et le travail avec les acheteurs où on fait en sorte de maximiser les retombées plus responsables, inclusives, quelles que soient les familles d'achat, bien sûr en les identifiant. Et par rapport à ce qui a été dit, effectivement, j'adhère à 100%, dans le sens où on est, dans une situation qui est plutôt favorable malgré les difficultés, notamment de certains de nos collègues, de l'insertion, du handicap, même si ce secteur, je crois, a prouvé une grande flexibilité et résilience dans son quotidien, dans la recherche de nouveaux métiers, dans l'innovation sur des nouvelles filières qui ne sont pas prises en compte par le secteur traditionnel. Je prends, et ça a été dit, le reconditionnement, les méthodes d'économie circulaire pour les D3E, les déchets électroniques, les téléphones, qui est un vrai sujet environnemental et social, notamment dans un objectif de relocalisation. Et du coup, c'est vrai que ce contexte, il faut aujourd'hui profiter de ce contexte réglementaire-là, de cette demande aussi, pour quelque part contraindre, aider aussi les acheteurs à formaliser des achats responsables, avec des critères de mieux-disance, avec une pondération qui favorise des politiques de RSE opérationnelles qui dépassent quelque part les clauses d'insertion ou d'inclusion de personnes en situation de handicap classiques. Parce qu'aujourd'hui, ces entreprises-là, APF en fait partie, DSI également, sont capables de répondre à des gros volumes. Manuel Nunez, est-ce que l'économie circulaire, c'est un sujet chez vous? Totalement. C'est un sujet qui est inhérent à l'ensemble de nos problématiques, dans le sens où on travaille de manière générale, à part sur certaines filières, je dirais plus dans la mise à disposition, vers des secteurs, avec des grands groupes ou des PME qui de toute façon vont avoir ces contraintes réglementaires ou veulent d'ailleurs, à proprement parler, travailler différemment. Et donc, à mon sens, après, c'est... Manuel, je me regarde l'heure, m'excusez, c'est 15h49, comme je disais, je suis gardien de temps. Vous avez cité APF Entreprises. Est-ce que vous connaissez Sylvain Coutier? Alors, je ne connais pas avec Manuel, mais j'ai rencontré à plusieurs reprises Christophe Divy et dans le cadre de l'UNEA et dans le cadre de groupe ATF, rapport à ESS 2024, puisqu'effectivement, potentiellement, il y a aussi des marchés qui sont susceptibles de nous intéresser dans cette perspective-là. Très bien. Non, c'était pour faire le lien, parce que c'est vrai que si c'est un sujet, c'est un dossier que vous traitez au niveau de votre agence, c'est bien de voir quels sont les acteurs et d'identifier
les fournisseurs qui peuvent apporter de la valeur ajoutée à tous ces marchés, puisque vous êtes quand même, avec Paris 2024 et d'autres grands groupements, vous avez quand même des marchés et vous pouvez faciliter et vous pouvez être facilitateur d'accès à cette commande qui est publique de toute façon, puisqu'on parle de Paris 2024. Est-ce qu'il y a des réactions à ce moment de nos échanges? Il est 15h50 et je sais que... Alors non, Joseph, nous n'avons plus de questions. Et Julie a eu la gentillesse de répondre à la dernière dans le chat. Très bien. Merci. En même temps, Julie est très agile et pas monotage comme je peux l'être. Et du coup, elle répond en même temps qu'elle échange, elle répond aux questions du chat. Bravo. En tout cas, moi, je trouve que les exemples que vous citiez, j'imagine que Sylvain en a aussi, mais les exemples de Pôle emploi, des chiffres d'affaires qui sont réalisés, si on peut pousser les marchés publics et Sylvain le rappelait, les entreprises privées, parce que ces réglementations s'appliquent aux marchés publics, mais ils doivent être exemplaires, mais j'imagine que les entreprises ne pourront pas faire autrement que de se plier à ces orientations et aller vers ces orientations fortes de préservation de l'environnement et de recyclage de produits manufacturés, de toute façon à limiter l'emploi de la matière première au niveau national et au niveau mondial. Sylvain Coutier, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Oui, j'avais demandé à Cynthia, donc je parlais tout à l'heure du site de vente où tous les produits qui sont vendus sont reconditionnés par une entreprise adaptée, donc qui apparaît à l'écran. Merci Cynthia. Donc tradesmith.com. Non, j'avais juste dans le cadre de la sensibilisation et notamment des collectivités sur la loi AGEC, on a un exemple qui est assez que j'aime bien parce qu'il est à la fois révélateur de l'implication des collectivités sur la loi AGEC et puis en plein dans ce qui nous concerne, qui est l'économie sociale et solidaire. On a été sollicité par la communauté de communes dont on dépend, nous en Seine-et-Marne, qui est Grand Paris Sud, au moment du Covid, parce que les étudiants de l'université d'Evry étaient en difficulté pour pouvoir passer leurs examens en distanciel puisqu'ils n'étaient pas équipés. Donc on a fait don d'environ 300 ordinateurs portables aux étudiants de l'université d'Evry, ce qui leur a permis de passer leurs examens dans des conditions acceptables. Et finalement, donc ça a été notre contribution et notre responsabilité sociétale en tant qu'acteur local sur Grand Paris Sud. Et puis, le retour qu'il y a eu, c'est qu'on a été sollicité ensuite par Grand Paris Sud qui a lancé des appels d'offres avec lesquels on a travaillé. Et aujourd'hui, on fournit à Grand Paris Sud, là dans le cadre de marché, des matériels reconditionnés par l'entreprise adaptée. Donc, c'est à la fois un exemple de la mise en place de la loi AGEC, à la fois un exemple de solidarité d'entreprises et d'acteurs au niveau d'un territoire. Et puis, c'est aussi, d'un point de vue environnemental, outre la loi AGEC, c'est aussi ce qu'on appelle aujourd'hui de plus en plus du circuit court, puisque voilà, c'est pour équiper Grand Paris Sud, qui est à quelques centaines ou quelques kilomètres centaines de mètres ou kilomètres de chez nous. Donc, finalement, voilà, on boucle un peu la boucle et ça permet, voilà, les nouvelles habitudes qu'il faut essayer de prendre, c'est-à-dire regarder déjà autour de nous si on n'a pas des entreprises qui sont capables de pouvoir répondre à notre besoin, plutôt que de parfois céder à la facilité, d'aller sur Internet et de trouver peut-être une entreprise qui va nous fournir cette prestation ou ce produit, mais qui va être située à l'autre bout du monde et qu'on va faire venir par transport avec les impacts environnementaux que l'on connaît. Voilà pour l'exemple. Sylvain Coutier, au niveau de Grand Paris Sud, aujourd'hui, vous parliez de matériel reconditionné, là, on est dans du business, là. Oui, bien sûr. D'accord. Non, parce que pour vous, il n'y avait aucune arrière-pensée. Vous parliez de dons, d'actions de solidarité. Si vous m'y autorisez, Sylvain, vous avez vêtu l'habit rouge du Père Noël, donc pour permettre à 300 étudiants de passer leurs examens et sans arrière-pensée derrière, c'était votre action de solidarité. Alors j'imagine que ça aussi, c'est votre image immatérielle, parce que de faire des actions de ce type, ça se sait, et donc c'est aussi apprendre à vous connaître, mais pourquoi pas. Mais je trouve que c'est intéressant de voir que finalement, vous aussi permettez à des étudiants, des gens qui sont qui n'ont pas forcément des grands moyens pour certains, de pouvoir poursuivre leurs études et passer leurs examens dans les meilleures conditions possibles. En tout cas, bravo sur cette action. Je m'en souviendrai personnellement, Sylvain,
de cette action et je n'hésiterai pas à m'en servir à d'autres occasions. En tout cas, votre site Trade Discount est très en vue depuis 5 minutes. Oui, je vois ça. Merci la promo Andy Achat. Nous, c'est notre don à nous. Nous ferons pas payer cette publicité aujourd'hui. Sachez que 5 minutes de pub, c'est 200 kilos d'euros à la minute. Donc, vous voyez les économies que vous faites réaliser au groupe ATF Gaïa aujourd'hui. Ça fait cher de d'acquisition. Hein. Il est 15h56. Je vais vous remercier à toutes et à tous. Merci Julie Boulet de la DAE d'avoir présenté ces lois et de les faire de moins en moins confidentielles. Qu'on remette si vous voulez, Cynthia, les intervenants. Je remercie Marion Kemener. Je renvoie tous nos auditeurs au stand APF Entreprise au salon jusqu'à demain soir. Sylvain Coutier, vous êtes exposant et vous participez également à ce salon Andy Achat et on va vous retrouver sur le salon Andy Achat. Vous avez un site, vous adressez en B2C, donc au public, aux personnes, en direct, et pas seulement aux entreprises. Il est bon de le rappeler et de ne pas laisser ce type d'informations confidentielles non plus. Donc, on vous retrouve aussi, Sylvain Coutier, sur votre stand ATF Gaïa. Merci à Manuel Nunez. Vous allez découvrir, vous aussi, à travers Andy Achat, le nombre de fournisseurs, les solutions et ce qu'ils sont en capacité de fournir en termes de solutions et de services. Merci à vous d'avoir participé à cette conférence. Celle qui va suivre, il est 15h57 autour des CDD tremplins et des EATT qui sont des expérimentations qui existent depuis 2019. Je crois que plus de 240 entreprises adaptées sont agréées CDD tremplins. Donc, on vous retrouve pour ceux qui veulent suivre la prochaine conférence. Merci à vous et à très vite. Merci. Merci à vous tous. Bon salon, bonne fin de salon.